Bonsoir à toutes et à tous, chers parents. Merci à vous de vous joindre à nous ce soir. Je suis Chantal Desbarrières, directrice de diocésaine de l'enseignement catholique des Hauts-de-Seine. En équipe diocésaine, notre rôle est d'accompagner les chefs d'établissement dans la mise en œuvre de la mission pastorale, éducative et d'enseignement dans leurs établissements, avec une attention particulière à la cohérence, au respect des engagements et à l'unité de nos établissements associés à l'État par contrat. Notre volonté dans l'enseignement catholique est de proposer une authentique proximité avec vous, chers parents, qui êtes les premiers éducateurs de vos enfants. Plus les jeunes vont percevoir notre unité de discours, de posture, plus ils seront confiants et sereins dans leur capacité à construire leur propre avenir. C'est précisément cette volonté de responsabilité complémentaire qui nous réunit ce soir. Vous et nous sommes conscients des enjeux phénoménaux soulevés par le développement du digital dans tous les espaces du quotidien. La vitesse des évolutions et la complexité, voire parfois la méconnaissance des sujets, nous interrogent. Cette réalité nous invite à une responsabilité engagée et collective. Nous devons nous montrer à la hauteur pour nos jeunes. C'est la raison pour laquelle l'enseignement catholique des Hauts-de-Seine a pris la décision forte d'inscrire l'intégralité des élèves de 6e et de 5e sur le parcours BDC. Je remercie vos chefs d'établissement et leurs équipes qui vont s'y engager dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Pourquoi avons-nous choisi BDC? D'une part, la proposition se décline en parcours distincts, parents et jeunes, occasion d'échanger avec vous et votre enfant. Chacun découvrant à son rythme la richesse de chaque parcours. C'est en alignant nos paroles et nos actions, en partageant les mêmes outils et le même langage, que nous aiderons les jeunes à devenir des citoyens numériques conscients et responsables. Par ailleurs, cette unité contribue au développement de la sérénité et de la confiance de vos enfants. Enfin, abordant les questionnements avec lucidité et réalisme, ce parcours vise l'intelligence de chaque situation par la qualité de ses questionnements. La pertinence des réponses s'appuyant par ailleurs sur la science, la législation, le respect des valeurs qui nous sont si chères. Chers parents, je vous remercie pour votre engagement. Votre présence est importante pour soutenir votre enfant dans ce parcours. Ce soir marque le coup d'envoi de cette démarche commune. Aussi, sans plus tarder, j'ai la joie de céder la parole à Monsieur Guéric Chalnot, lui-même enseignant et créateur de ce parcours BDC. Je le remercie chaleureusement pour son expertise et le soutien pédagogique qu'il apporte à chacun de nos établissements. Alors, je suis très heureux d'être ce soir à vos côtés pour parler de sensibilisation, de prévention et d'éducation aux usages des outils numériques et de l'intelligence artificielle pour engager les plus jeunes vers la citoyenneté numérique. Nous sommes là face à un sujet central qui ne laisse aujourd'hui personne indifférent, entre opportunités multiples, mais aussi dérives, dangers. La place du numérique et de l'IA dans nos vies soulève de nombreuses interrogations, des craintes légitimes, et à juste titre, nous devons, en tant qu'acteurs de l'éducation, nous consacrer à cela. Vous étiez déjà plus de 700 familles inscrites en fin de semaine dernière, et je crois que nous dépasserons très certainement les 1000 familles présentes ce soir. C'est un signe très fort de l'intérêt et de l'engagement que vous portez en tant que parents, aux côtés des équipes pédagogiques, de la direction diocésaine, de votre réseau, face à ce sujet central. Et je vais essayer de vous proposer un temps qui, je l'espère, pourra nourrir vos démarches en tant que parents, vous apporter quelques réponses, quelques postures fondamentales pour comprendre et peut-être mieux accompagner vos enfants dans ce monde et dans cette vie numérique. Compte tenu du grand nombre de personnes présentes, une adresse mail vous sera communiquée en fin de présentation, j'y reviendrai, et vous pourrez y poser vos questions auxquelles eh bien, nous répondrons avec plaisir. Donc, je suis donc Guéric Chalnot, je suis effectivement enseignant certifié en histoire-géographie depuis une vingtaine d'années.
Je suis ancien membre d'équipe de direction d'établissements scolaires. Et donc, alors, attendez, voilà. Hop. Et donc, je vais aussi vous parler un certain nombre de fois pendant cette présentation de neurosciences, puisque je suis diplômé en neuroéducation, en lien avec le laboratoire de psychologie du développement et de l'éducation de l'enfant, le LabCID, à Paris-Cité. Alors, je suis d'autant plus heureux de vous parler ce soir que 2025 est l'année qui a été décrétée par le Conseil de l'Union européenne comme l'année de l'éducation à la citoyenneté numérique. Alors, c'est un signal qui est très fort parce que effectivement, pour la première fois peut-être, on a à l'échelle européenne vraiment un consortium qui œuvre autour de cette thématique majeure. Ce soir, je vous présenterai dans ce cadre 3 axes et je ne vous retiendrai pas des heures. Nous aurons fini dans un délai assez rapide tout de même. Une petite analyse sociétale. Ensuite, bien sûr, en lien avec les dernières connaissances en neurosciences cognitives, je vous parlerai d'éducation à la citoyenneté numérique. Et puis, je vous présenterai, bien entendu, l'outil BDC. Alors, j'ai eu l'occasion et la chance de pouvoir présenter lors du dernier sommet de l'IA à Paris, dont vous avez entendu parler, j'ai eu l'occasion de faire un diaporama sur l'IA et l'éducation. Et le sujet était Prof augmenté, l'IA au service de l'éducation. En fin de compte, j'ai commencé mes propos en partant de l'essentiel, c'est-à-dire l'élève. Cet élève, c'est nos enfants qui doivent être au cœur de nos préoccupations. Ces élèves, dans quel monde vivent-ils? Eh bien, ils ne vivent pas dans ce monde-ci. Ici, Kodak, vous avez connu. Eh bien, on a quitté le monde de Kodak et nous sommes aujourd'hui face à une révolution 4.0 avec une explosion, un phénomène exponentiel de développement de nouvelles technologies. Alors, on parle d'IA, de data, d'exploitation de données à très grande échelle qui vont impacter les modes de production, les modes de recherche, mais aussi les modes de gouvernance de façon très importante. Dans ce monde, eh bien, vous le connaissez peut-être, mais j'aime bien quand même interagir avec cette diapo, puisque aujourd'hui, nous avons des générations entières qui ne connaissent que ce type de concert avec les smartphones, alors qu'il y a quelques années encore, nous brandissions des briquets pendant les concerts, et aujourd'hui, malheureusement, eh bien, les jeunes ne savent même pas qu'il y a quelques années encore, eh bien, nous avions des briquets. Ce numérique, il est partout. Il est dans nos voitures, dans l'aviation, dans le monde de la médecine, de la santé. Je crois que peu d'entre nous aimerions nous faire opérer avec les méthodes d'il y a 70 ou 80 ans, mais aussi pour être plus léger, vous avez ici des capteurs de mesures inertielles présentes dans le ballon de la dernière Coupe du Monde de football, qui a permis notamment d'invalider un but. Alors, je ne me souviens plus exactement lequel, mais en tout cas, cette technologie est présente partout. Et eh bien, je crois qu'il faut se questionner sur cette réalité pour nos enfants dans ce 21e siècle. Alors moi, j'ai la chance de partager des conférences et des sensibilisations dans des établissements de toute la France. Et depuis 2022, dans un de ces établissements, j'ai procédé à un petit sondage pour savoir qui possédait un téléphone portable. Et comme vous pouvez le constater, eh bien, nous sommes passés à plus 7%. Et sur cette courbe de croissance, eh bien, nous étions à 90% cette année, à la rentrée 2025, 90, quelques pourcents. Alors, les enfants sont dotés, et voici le monde dans lequel ils vivent. Ce monde dans lequel ils vivent, qu'ils soient dotés d'ailleurs ou pas, est extrêmement présent, et je vous ai mis volontairement une minute sur Internet datant de 2021, parce que si vous allez chercher la minute sur Internet datant de 2025, eh bien, vous pourrez aisément comparer et vous rendre compte
eh bien, que les tendances ne vont pas à la baisse, que de nouveaux outils apparaissent, et que, bien sûr, en lien avec tout cela, eh bien, les enfants se parlent entre eux dans les cours de récréation, dans les couloirs. Ils sont baignés dans un univers qui font qu'ils s'interrogent et qu'ils s'imprègnent de tendances autour de ce monde numérique. Et puis d'ailleurs, lorsqu'on interroge les jeunes pour savoir qui possède déjà un outil à la maison lui permettant d'aller sur Internet, les chiffres sont similaires avec ceux que l'on peut rencontrer via l'Observatoire de la parentalité numérique, par exemple, ou les chiffres de la CNIL que vous pourrez trouver facilement. Et en lien avec tout cela, eh bien, forcément aussi, il y a l'apparition de cette IA générative qui positionne forcément de nombreux questionnements, mais on sait aujourd'hui que les chiffres sont très importants. Je vous invite là aussi à aller consulter les dernières études de la CNIL, entre autres, où on voit que l'entrée dans l'utilisation de l'IA générative est de plus en plus précoce avec toutes ces dérives potentielles, mais aussi ces opportunités. Derrière tout cela, eh bien, face à ce contexte, il y a effectivement, et vous l'avez vu avec l'année 2025 de l'éducation à la citoyenneté numérique, il y a aujourd'hui une volonté d'engager les jeunes vers une éducation à la citoyenneté numérique. Et pour ce faire, eh bien, aujourd'hui, il faut que le tissu éducatif et ce que nous représentons tous ensemble puisse faire société, c'est-à-dire les familles, les enseignants, les élèves. Et nous avons en France peu l'habitude dans l'éducation de soulever le capot pour comprendre ce qu'il se passe un peu. Et c'est bien dommage parce qu'aujourd'hui, avec les progrès fulgurants des techniques d'imagerie, des sciences cognitives, de l'informatique, on est capable de produire et de reproduire de façon tridimensionnelle l'activité des réseaux neuronaux en tout point du cerveau. Et forcément, ces connaissances vont nous permettre, par rapport à cette fameuse génération Z, alors vous avez peut-être déjà entendu parler de ce terme, cette génération Z qui est les natifs du numérique, selon l'expression de Marc Prensky, eh bien, beaucoup de parents, d'enseignants nous questionnent régulièrement et nous demandent est-ce qu'ils sont comme nous, ces enfants, ces jeunes? Alors aujourd'hui, Olivier Houdet, qui était le directeur du LabCID, le laboratoire dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est aujourd'hui dirigé par Grégoire Borst, nous explique que la génération Z a gagné des aptitudes cérébrales en termes de vitesse et d'automatisme. Alors, est-ce une qualité, est-ce un problème? On va en parler dans quelques instants, mais on parle aujourd'hui pour ces générations de TGV cérébral. Je vous ai mis ici un petit récapitulatif de ce qu'il se passe en termes de mécanismes cognitifs avec cette génération Z qui perçoit le message visuel, qui part dans le lobe occipital, dans le cortex visuel, et on va ensuite avoir toute une dynamique qui va s'organiser avec notamment l'activation du cortex moteur. Je vous invite à lire ou à relire peut-être le livre de Michel Serres, Petite Poussette. Voilà, nous avons la chance aujourd'hui, avec l'équipe de BDC, de travailler avec Michel Autier, qui était l'un des proches collaborateurs de Michel Serres. Et cette petite poussette, c'est ce pouce qui scrolle et qui va enchaîner les contenus et pouvoir activer l'ensemble des contenus qu'on va trouver sur son smartphone, par exemple. Et face à cela, eh bien oui, on a des jeunes qui vont activer les circuits dopaminergiques, les circuits dits de la récompense, et pour aller toujours plus vite, ils vont aussi se servir du cortex préfrontal pour améliorer cette rapidité. Alors, pourquoi vous parlez de cela? Voici ici un léger schéma de circulation de l'information. Eh bien parce que ce cortex préfrontal est véritablement une zone fondamentale pour vos enfants, pour nos élèves, parce que, vous le savez peut-être, mais le cerveau se développe de l'arrière vers l'avant, et le cortex préfrontal est la dernière partie du cerveau qui va se développer. On va y trouver le siège notamment des fonctions exécutives, des fonctions dites de haut niveau. Et ces fonctions vont permettre de réguler les émotions, l'attention, vont activer ce que l'on appelle le contrôle inhibiteur et vont permettre aux jeunes de résister. J'y reviendrai dans quelques instants. Et au risque de vous faire peur ou sourire, eh bien, selon l'Organisation mondiale de la santé,
le cortex préfrontal va atteindre sa maturité entre 23 et 25 ans. Alors, pourquoi vous parlez de cela? Eh bien, parce qu'effectivement, Olivier Houdet nous dit qu'il est urgent de mettre en place un apprentissage adapté à ces mutations que sont la vie du XXIe siècle. Vous et moi, et bien sûr, vos enfants, nous avons tendance, au niveau cognitif, à utiliser ce qu'on appelle un système de pensée heuristique. C'est un système très rapide, mais malheureusement peu fiable. Vous prenez un enfant qui est en grande section maternelle, vous positionnez 6 billes à équidistance sur une ligne, et vous repositionnez sur une ligne parallèle 6 autres billes, et vous augmentez la distance entre ces billes, et vous demandez à l'enfant où est-ce qu'il y a le plus de billes. Eh bien, l'enfant va très souvent, dans 90% des cas, raisonner de façon heuristique et va vous dire que la ligne la plus grande comporte le plus grand nombre de billes, parce qu'il va associer la notion de grandeur à la notion de quantité. Derrière ce mécanisme, eh bien, aujourd'hui, c'est là que l'éducation va jouer pleinement son rôle et va permettre aux enfants de déclencher ce qu'on appelle l'inhibition, c'est-à-dire un mécanisme de résistance qui va déclencher un mode de pensée beaucoup plus coûteux, cognitivement parlant, mais beaucoup plus fiable. Et derrière cela se trouve très exactement l'ambition d'une politique d'éducation à la citoyenneté numérique qui va permettre à ces millions d'enfants eh bien, de résister, et résister à leur propre heuristique, mais résister aussi à ce que le monde essaye de leur faire, c'est-à-dire de raisonner très rapidement pour enchaîner, on y reviendra. Dans ce cadre, la Commission européenne, en 2006, a édifié un cadre de référence sur les compétences clés pour l'éducation, et parmi ces dernières, la compétence numérique, et on nous expliquait que cela impliquait un usage sûr et critique des technologies de l'information. On a évolué depuis, en 2019, nous avons un texte de référence, un décret, qui nous parle du développement des compétences numériques dans l'enseignement scolaire. Alors, c'est très important parce que les choses évoluent, et moi, j'ai envie de vous parler vraiment de sensibilisation et de prévention. Alors, j'aime beaucoup cette métaphore du grillage, et vous et moi, nous le savons très bien. Il peut être utile et va éviter parfois des drames en fonction de l'âge des enfants, mais nous savons très bien qu'un jour ou l'autre, les jeunes seront exposés à l'eau, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne se noie pas à l'école, mais c'est pourtant bien là qu'on y apprend à nager. Eh bien, c'est le même mécanisme que nous essayons de mettre en place avec un projet de littératie numérique qui va permettre de faire converger les enfants vers de grandes compétences, notamment utilisées, parce qu'aujourd'hui, vos enfants ont une utilisation très récréative de l'outil. C'est vrai qu'ils se débrouillent très bien avec, mais si l'on creuse un peu, eh bien, il en manque très souvent, et ils ont un vrai besoin d'apprendre à mieux utiliser cet outil en connaissance, et puis comprendre pour avoir une utilisation raisonnée et raisonnable du numérique, et bien entendu créer pour notamment avoir des présentations dans le cadre du brevet ou du baccalauréat. On a eu aussi, pour terminer cette petite analyse, un texte et une circulaire qui est sortie cet été, très importante, sur le numérique raisonné à l'école, et qui vient positionner 5 axes majeurs. Le premier qui parle de la formation des jeunes, qui est extrêmement importante, et ça y est, on parle de citoyenneté numérique. Et puis le dernier point qui parle de parentalité numérique. Nous y reviendrons tout à l'heure, mais en tout cas, je crois que votre présence ce soir en témoigne. Il est absolument essentiel qu'aujourd'hui, nous puissions avoir des outils et des approches qui rapprochent les générations, qui rapprochent les différents acteurs, et ce fameux triptyque équipe pédagogique, élèves et famille est absolument fondamental. Alors, quelques enjeux fondamentaux justement pour vos enfants que j'ai sélectionnés. Alors, c'est une approche qui n'est absolument pas exhaustive, c'est un échantillon, mais c'est pour vous montrer un petit peu ce que l'on va cerner à travers le parcours de BDC, où on repositionne l'enfant dans ce monde numérique, connecté, un monde qui, bien souvent, est à la portée de main des enfants, et qui suscite de nombreuses envies. Et j'étais la semaine dernière encore au conseil départemental des jeunes du département du Doubs, et je leur ai demandé
Qui avait déjà eu affaire à cette situation, celle que vous avez sous les yeux, à savoir dans une réunion de famille, dans son club sportif, à un mariage, où il y a finalement beaucoup de gens qui se retrouvent sur le portable. Nous avons été, comme à chaque fois que je le fais, absolument estomaqués de constater le nombre de mains qui se sont levées. Et oui, tout de suite, on est exposé on parle de technoférence aujourd'hui, hein, et nous, adultes, souvent, sommes les vecteurs, hein, de cette habitude-là. On travaille aujourd'hui sur son smartphone, on se divertit, on communique aussi. Et derrière tout cela, eh bien, il y a des dangers, il y a des menaces, et il est urgentissime de faire converger les enfants vers la connaissance de tous ces dangers auxquels ils sont exposés. Pour cela, notre ambition, c'est de venir positionner une sorte de bouclier numérique qui va permettre aux enfants de déclencher les bonnes habitudes, de détecter les dangers et de pouvoir mieux agir et interagir avec tout cela. Alors, on va parler bien sûr d'Internet, cet outil qu'ils utilisent désormais dans le cadre, souvent d'ailleurs, en fin de cycle 3, début de cycle 4, ça y est, on va faire des premières recherches dans le cadre scolaire, péri ou extrascolaire, et on va être potentiellement exposé à des contenus que l'on ne maîtrise pas toujours. Et par rapport à cela, eh bien, il faut avoir les bonnes attitudes, aller solliciter l'adulte de confiance, etc. Et surtout, par rapport à un phénomène qui est très important pour cette tranche d'âge-là, c'est l'apprentissage par les pairs, le phénomène de groupe qui est vecteur d'une activation des circuits de la récompense très fort, qui peut augmenter d'ailleurs aussi les comportements à risque, hein, pour toute cette tranche d'âge. Et derrière tout cela, eh bien, il y a des bonnes attitudes. Et je l'ai pris quelques secondes, notamment pour vous parler de Point de Contact ce soir, qui est le signaleur de confiance de l'État avec lequel nous travaillons et qui va permettre de signaler tout contenu violent, choquant ou inapproprié. Sachez tout de même que Point de Contact, c'est aujourd'hui 40 000 signalements par an. Donc la situation est dramatique et elle est d'autant plus qu'il manque encore de notoriété, et c'est pour ça que j'en parle ce soir, pour que vous puissiez aussi être le relais de ces outils qui peuvent permettre de réguler et d'interagir par rapport au contenu que peuvent voir vos enfants. Et puis, eh bien, vos enfants, ils font aussi des recherches dans le cadre scolaire et où ils vont naviguer sur Internet, des fois avec vous, je le souhaite, mais aussi parfois en autonomie. Et là, ils vont être confrontés à un certain nombre de contenus. Vous avez entendu parler des fake news. Et aujourd'hui, avec la progression de l'intelligence artificielle, on va parler de deepfake, ces contenus qui vont permettre, à partir d'une vraie photo, d'un vrai visage, hein, de créer des vidéos totalement fausses. On a eu des cas avec des personnalités françaises et autres, mais en tout cas, l'objectif par rapport à cela, encore une fois, ça va être de déclencher les bons mécanismes pour résister, pour être capable de détecter, de comprendre et d'agir autour de cela. Et puis, aussi, il y a toutes ces plateformes en ligne qui vont proposer des contenus à vos enfants. Alors, ces plateformes qui, aujourd'hui, viennent interagir sur des principes de stimulation et de réponse et qui peuvent être extrêmement délétères au niveau cognitif. Alors moi, j'avais il y a quelques semaines, et j'ai eu dans un établissement d'ailleurs du 92 des élèves de CM1 qui m'ont parlé de short. Alors je suis absolument persuadé que certains d'entre vous n'en ont peut-être jamais entendu parler, mais ce sont ces vidéos de très courte durée qui s'enchaînent sur les plateformes. Alors, on en a beaucoup entendu parler ces derniers temps, notamment avec l'algorithme de TikTok, et qui viennent proposer aux enfants une suractivation par rapport au circuit de la récompense, un peu comme le feraient des jeux de hasard. Et malheureusement, aujourd'hui, eh bien, on a de nouveau des enfants qui pensent que la Terre est plate et qui sont soumis à un rythme de contenu extrêmement dense. Hein, en 1 minute, ils peuvent regarder une dizaine de vidéos, je vous laisse imaginer en 1 heure et en 2 heures. Et par rapport à ces vidéos, eh bien, ils n'ont plus le temps de faire le tri, notamment par rapport à une mémoire de travail qui est sursollicitée. On parle d'empamnésique et qui fait que malheureusement, ils ne digèrent plus ce qu'ils regardent, les contenus s'enchaînent et on va avoir une véritable
potentielle détérioration de leurs réseaux corticaux. Et notamment, on parle aujourd'hui beaucoup d'économie de l'attention, parce que derrière ces plateformes, eh bien, il y a des algorithmes. Vous en avez entendu parler il y a 10 jours avec les derniers rapports du Sénat concernant TikTok. On a aujourd'hui des études, et notamment une étude chinoise d'ailleurs, de l'Université de Pékin, qui est sortie sur le phénomène qu'on appelle le TikTok brain, ces cerveaux qui sont manipulés et qui vont rentrer dans des cheminements très délétères pour les jeunes. Et on va avoir ce principe de biais de confirmation qui fait que bien l'algorithme va s'assurer que le jeune, qu'on le propose aux jeunes des contenus qui lui plaisent et qui vont bien augmenter son temps d'écran avec des logiques économiques derrière, bien entendu, et qui vont être très délétères. Pourquoi ? Parce que vos enfants ont besoin de ce lien social, et tout le temps qu'ils passent sur ces plateformes, ben, malheureusement, va contribuer parfois à leur isolement social, qui est dramatique. Alors, par rapport à cela, je vous propose aussi une petite lecture, parce que je crois que c'est très important, mais vous pouvez retrouver un certain nombre de notions que je viens de vous proposer via notamment le livre Apprendre à résister d'Olivier Houdet, et qui pourra un petit peu aller plus loin que mes propos. Et puis vraiment, eh bien, n'oublions pas que derrière vos enfants, il y a des mécanismes cognitifs. Ils sont dans une période de leur vie qui est extrêmement riche. Ils se divertissent, ils travaillent énormément, ils grandissent, et puis forcément, eh bien, ils sont aussi fatigués. Et par rapport à cela, lorsqu'on les sollicite, ils nous le disent, on a besoin de sommeil. Et effectivement, eh bien, lorsqu'on parle des écrans, eh bien, on va aussi parler de dépendance, et on va aussi parler de certains facteurs psychophysiologiques, et le sommeil en fait partie. Et notamment, eh bien, aujourd'hui, que fait-on 1 heure avant d'aller se coucher ? Est-ce qu'on continue d'aller sur ces écrans, ou est-ce qu'on va engager du dialogue avec sa famille, ou dessiner, ou lire un livre ? Et surtout, qu'est-ce que notre cerveau est censé faire pendant qu'il dort ? Et aujourd'hui, vous avez, lorsque vous consultez une classe de 30 élèves, vous avez la moitié des élèves qui vont vous dire le téléphone sert de réveil, puis de temps en temps je le regarde, etc. C'est absolument dramatique, parce qu'aujourd'hui, on a un certain nombre d'études, dont celle que je vous présente ici de Nedergaard, qui nous explique ce que le cerveau va faire pendant le sommeil. Et lorsque vous êtes au lit et que vous passez 2-3 heures de votre temps sur votre écran, eh bien, vous continuez de solliciter certains réseaux neuronaux, vous continuez d'avoir un besoin de flux sanguin pour alimenter ces connexions, et vous ne permettez pas au liquide céphalorachidien de faire son travail, en l'occurrence nettoyer les toxines. C'est un exemple parmi tant d'autres, et c'est un enjeu que l'on aborde de façon très sérieuse à travers notre outil. J'ai bientôt terminé pour ce petit balayage, mais je ne pouvais pas ne pas vous parler des réseaux sociaux. Alors, moi, j'aime beaucoup dire aux élèves qu'ils ne maîtriseront pas et qu'ils ne maîtriseront jamais les réseaux sociaux. Pour la bonne simple raison, c'est qu'on ne maîtrise pas les autres dans la relation qu'on peut avoir avec eux via l'outil numérique. On ne maîtrise pas les algorithmes qui sont présents sur certaines plateformes et qui évoluent quotidiennement. Et derrière tout cela, aujourd'hui, ben, il y a une véritable menace pour les jeunes. Elles sont même plurielles, ces menaces. Moi, je vous en ai montré une ici. On va parler de cyberharcèlement. Eh bien, aujourd'hui, on peut bien sûr très rapidement se retrouver à la place de cette jeune fille, mais aussi être à la place de celles et ceux qui sont en train de la montrer du doigt et qui tombent dans le piège. Donc, il faut construire une culture d'urgence autour de ces habitudes, et bien sûr aussi connaître le cadre légal. Alors, je vous rappelle qu'en France, il y a un décret de 2023 qui parle de ce qu'on appelle la majorité numérique. La majorité numérique en France, c'est 15 ans, mais nous entendons parler ces dernières semaines beaucoup d'interdiction des réseaux, etc. Alors, moi, je ne suis pas là pour faire l'apologie de l'interdiction ou de l'autorisation, mais vraiment de l'éducation, parce que si l'on interdit, et cela peut être peut-être très bien, je ne l'évalue pas, mais ce que l'on sait aujourd'hui, et nous l'avons vu tout à l'heure, c'est qu'à 15 ans, un jeune ne sera toujours pas prêt à aller sur les réseaux sociaux. Au niveau cognitif, si on ne lui a pas appris à résister, il restera une cible, une potentielle victime. Il y a aussi un numéro, un opérateur de confiance de l'État,
et tout comme point de contact, je prends quelques secondes pour vous en parler, c'est le 3018. Et vous pouvez, vous aussi, en tant que parent, en cas de besoin, les contacter pour obtenir de l'aide par rapport à une situation que vous pourriez vivre ou que l'un des camarades de votre enfant pourrait vivre. Alors oui, ce numérique est une source de multiples opportunités, mais nous venons de le voir, il y a de nombreux dangers et c'est dans ce contexte que nous avons décidé, avec un conseil pédagogique composé d'enseignants, mais aussi un conseil scientifique composé de chercheurs un peu partout. J'étais encore ce matin avec un chercheur de Londres qui travaille avec nous. On va chercher à créer une synergie entre des acteurs de terrain qui sont avec vos enfants en permanence, qui ressentent leurs besoins, qui entendent leurs échanges, leurs craintes, les dangers, les menaces, mais aussi des acteurs de la tech qui nous ont permis de créer un outil plutôt attractif pour les jeunes. Alors oui, je le sais, et on nous le dit parfois, et peut-être à juste titre dans un premier temps, une application, vous envoyez donc les jeunes sur un écran pour lutter contre les écrans. Alors, je crois qu'il est fondamental de parler de la notion de contenu, lorsque les enfants vont réaliser le parcours de BDC qui dure entre 3h30 et 5h. Ils ne sont pas en train de regarder des shorts sur TikTok via un algorithme absolument délétère. Ils sont sur un outil pédagogique et didactique qui vise à les faire monter en compétences et adopter les bonnes attitudes. Donc, dans ce cadre, BDC a d'ailleurs été sélectionné, et c'était la seule start-up française présente au Conseil de l'Union européenne dans le cadre de l'année européenne d'éducation à la citoyenneté numérique. Et nous travaillons quotidiennement pour faire de cet outil une ressource qui apporte des briques fondamentales pour vos enfants. Alors, je vais juste prendre quelques instants pour vous faire une présentation très concrète de l'outil, que vous puissiez le découvrir. J'arrive, je vais partager une autre fenêtre. Et vous êtes désormais sur BDC. Alors, avec mes collègues et Aline Vimin, qui est notre responsable pédagogique, est d'ailleurs présente à ce webinaire, elle doit être en train de nous écouter. D'autres aussi, Stéphane Martin, qui est un de mes collègues enseignants aussi, eh bien, on est venu travailler sur des enjeux fondamentaux avec pour base ce qu'on appelle le DIGCOMP 2.2, qui est le texte de référence des compétences numériques européens. Il a une émanation française qui s'appelle le CRCN, le cadre de référence des compétences numériques. On est venu interagir aussi avec ce qu'on appelle le BICS, le Better Internet for Kids. Et puis, nous travaillons avec des structures, alors vous avez vu les opérateurs, les signaleurs de confiance, mais aussi avec d'autres structures que nous avons rencontrées, comme la CNIL, le CLEMI, la MILDECA, qui est la mission interministérielle de lutte contre les conduites addictives. Et puis, nous avons détecté un certain nombre de modules qui nous semblaient fondamentaux. Alors, vous les avez ici, cyberharcèlement et menaces numériques, l'intelligence artificielle, on en a parlé tout à l'heure, l'identité numérique et les données personnelles, l'éco-responsabilité, les réseaux sociaux, la numérique attitude, les dépendances au numérique, décrypter la formation, et nous venons de rajouter un module sur une des compétences qui est fondamentale pour cette génération, qui est l'esprit critique. Et vous aurez prochainement un nouveau module qui va apparaître en partenariat avec l'Université de Bourgogne-Franche-Comté, puisque ce sont des étudiants de Master 2 en droit du numérique qui ont édifié un module sur la cybersécurité pour les jeunes. À travers ces modules, je vais peut-être vous faire une petite démonstration très rapide, ça prendra quelques instants pour vous montrer le mécanisme. Eh bien, vos enfants vont être sollicités via différentes situations. Alors, il y a des situations très classiques, comme vous avez là, à travers des quiz, des QCM. Il y a des situations autour de puzzles de phrases, de textes à trous, de jeux en cases. Il va aussi y avoir des situations, et c'est là l'intérêt d'avoir un outil numérique, de résistance cognitive. On va, par exemple, parfois proposer aux jeunes de cliquer uniquement sur les bonnes réponses, et si ce n'est pas la bonne réponse, ils doivent résister pendant 8 secondes. C'est typiquement le genre d'attitude qu'ils peuvent être amenés à, le genre d'action qu'ils peuvent être amenés à faire sur le numérique, où ils sont toujours tentés d'aller plus vite, de cliquer. Eh bien, nous, on les invite à résister. Alors,
Ensuite, lorsqu'ils interagissent, on va avoir un statut de l'erreur qui va permettre de dire à l'enfant, tant que tu n'as pas trouvé, tu ne pourras pas enchaîner. On va les aiguiller, on va leur expliquer s'ils ne trouvent pas, sans jamais vraiment leur donner la bonne réponse. Et lorsqu'ensuite ils cheminent, eh bien, ils vont pouvoir obtenir la bonne réponse et avancer vers la suite du parcours. BDC, c'est aujourd'hui 3 lignes. Ce sont 3 lignes pédagogiques qui se proposent à vos enfants. Et ensuite à vous en tant qu'adulte, j'en parlerai dans quelques instants. La première, c'est d'apporter une base fondamentale de connaissances en lien avec les outils et les mécanismes qu'ils peuvent rencontrer dans le cadre du monde numérique. La deuxième, ça va être de proposer aux enfants un certain nombre de situations face auxquelles ils vont devoir faire des choix. Et ces situations vont les exposer aux dangers, aux risques, aux menaces, et vont les inviter à s'orienter vers les bonnes attitudes, vers les bons réflexes, vers ce qui leur manque au quotidien. Alors, je vais avancer juste pour vous montrer un petit peu comment cela fonctionne. On va avoir un principe qui est le principe de la répétition expansée. C'est-à-dire qu'on va tout faire pour favoriser des ancrages mnésiques durables chez vos enfants. Lorsqu'une donnée est vue à travers le prisme d'une situation, eh bien, on va s'assurer qu'elle soit revue et recroisée à travers d'autres contextes au sein de nos parcours. Donc voilà, ici vous avez un autre exemple où on va dire parmi les exemples ci-dessous, lesquels peuvent correspondre à du cyberharcèlement. Alors bien sûr, les moqueries, l'humiliation, l'empathie, la bienveillance, les insultes, l'écoute, les rumeurs, le respect. Alors vous allez avoir une vidéo, et vous l'aurez vous en tant que parent si vous commencez le parcours, mais vos enfants aussi, une vidéo qui permet aux jeunes de comprendre comment fonctionne BDC. Et ils vont notamment ici avoir un petit robot qui va leur permettre de poser des questions pour comprendre et savoir, par exemple, là on avait le mot l'empathie, alors j'y vais vraiment très rapidement, hein. Eh bien, ils vont pouvoir ici questionner ce robot qui va leur expliquer ce qu'est l'empathie, etc. S'ils le souhaitent, et ça nous est arrivé, ils vont pouvoir aussi exprimer un certain nombre de choses. Et par exemple, je suis victime de cyberharcèlement, eh bien, le robot ici va être capable de les orienter, et c'est la 3e ligne pédagogique de BDC, vers l'adulte de confiance. L'objectif étant de venir réduire cette fracture générationnelle qu'il y a et de repositionner le jeune dans une situation de dialogue avec ses parents, avec ses enseignants, avec les responsables ou les personnels de vie scolaire, et si jamais, de pouvoir s'orienter, et vous le voyez ici, vers les opérateurs de confiance comme le 30-18. En revanche, si l'élève sort du contexte, et je vais ici faire une démonstration, eh bien, le robot ne pourra pas leur répondre. Pourquoi ? Parce que, et c'est important que vous connaissiez cela, eh bien, nous avons un petit peu comme un système de RAG, adossé une base de données restrictive, hein, avec les textes du DishComp, certaines fiches du SCOL ou autres, ces textes vont conditionner exclusivement la réponse du robot. Et si l'enfant va en dehors, il ne pourra pas obtenir de réponse. Donc voilà pour ceci. Et puis, eh bien, on va avoir ici, vous avez ce qu'on appelle les dilemmes moraux, hein, qui sont aussi mis en place en enseignement moral et civique dans les cours d'histoire-géographie. Tu as pris une photo drôle d'une amie, tu as envie de la publier en ligne, que fais-tu ? Eh bien oui, on va garder la photo pour soi, on ne va pas la modifier, donc non, on ne peut pas. Tu demandes à ton ami la permission, c'est un minimum. Tu partages et publies la photo en ligne, eh bien non, certainement pas. Celui-ci est assez simple, il y en a qui sont beaucoup plus complexes. Et puis ici, vous avez, pour terminer cette petite série, une vidéo, alors que je ne vais pas mettre en entier, mais c'est une vidéo qui a été faite par le gouvernement dans le cadre d'une campagne contre le harcèlement. Ça permet de diversifier les entrées. Ça me permet aussi de vous dire que dans les prochains jours, et vos enfants très certainement en bénéficieront, nous allons avoir des intervenants, des pédopsychiatres, des personnes qualifiées dans différents domaines qui vont venir interagir sur l'outil et qui vont apporter des précisions au fur et à mesure du parcours pour être encore plus impactants et venir
parler de façon un peu plus précise à vos enfants de certains phénomènes. Donc voilà pour cette petite présentation. Vous avez pu découvrir ainsi la mécanique, et puis bien toutes les 5 situations, vos enfants vont récupérer une petite médaille, et ça va bien sûr les inviter à s'engager toujours un peu plus. La particularité de BDC, et pour terminer cette présentation, c'est qu'il y a un parcours élève, mais il y a aussi un parcours pour les adultes. Alors moi, je suis ici sur mon interface d'enseignant, mais vous aurez, tout comme vos enfants, vous allez avoir un code qui va vous permettre d'accéder à BDC, qui est une web app que vous retrouvez via notre site internet, tout simplement. Et via cet accès, vous allez pouvoir réaliser le parcours de vos enfants et comprendre ce sur quoi nous les avons sensibilisés, éduqués. Vous allez peut-être, et on vous le conseille très sincèrement, pouvoir faire quelques parcours avec vos enfants, en parler avec eux, échanger, parce qu'on le sait aujourd'hui, cette notion de dialogue et d'échange est fondamentale, mais vous allez aussi pouvoir bénéficier d'un parcours qui vous est dédié à vous en tant qu'adulte pour mieux comprendre et encadrer vos enfants. On a aujourd'hui 99% des adultes qui font ces parcours, qui nous disent qu'ils ont découvert des choses et qu'ils ont pris conscience parfois de certains mécanismes qu'ils ignoraient. Donc, nous vous invitons bien sûr à les faire, et ils sont un peu plus rapides que les parcours enfants parce qu'on sait que votre temps est compté, mais vous allez pouvoir mieux comprendre, encadrer, découvrir les outils et les tendances de la génération Z, et notamment aussi avoir des modules par rapport à cette thématique de l'ère de l'IA dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Vous aurez également, si vous le souhaitez, accès à des fiches pédagogiques, vous pourrez suivre la progression de votre enfant, et surtout, ce que nous espérons, et pour nous c'est fondamental, c'est d'arriver à positionner aujourd'hui ce triptyque entre vous, les équipes pédagogiques et vos enfants, pour que nous puissions faire vraiment société autour de cette éducation à la citoyenneté numérique qui est aujourd'hui fondamentale. Et pour cela, je vais juste revenir quelques instants sur ma première présentation. Je refais un petit partage d'écran, je suis désolé. Voilà. Voilà, pour cela, je vous invite également, si vous le souhaitez, et vraiment, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante, contact@bdc.com, et nous répondrons volontiers à vos questions. Vous pouvez nous faire aussi des retours. Et puis, si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver notre actualité via LinkedIn, et notamment aussi via le site de BDC ou la page LinkedIn de BDC, où nous avons un blog où nous publions régulièrement des articles de conseils, entre autres pour les parents. Voilà, j'en ai terminé pour cette présentation, et compte tenu de l'heure, l'objectif était de pouvoir vous présenter cet outil. J'espère très sincèrement que cela vous a apporté quelques éléments de compréhension et de potentielles actions auprès de vos enfants, sachant que aujourd'hui, nous espérons vraiment qu'une culture de citoyenneté numérique se mette en place, et nous sommes très heureux à l'idée que vos enfants puissent bénéficier de cet outil pour mieux vivre dans ce 21e siècle connecté. Voilà, j'en ai terminé, et je vous souhaite une excellente fin de soirée. Nous arrivons au terme de cette rencontre. Un immense merci à Guéric Chano pour cette présentation à la fois claire et nécessaire. Ce que nous venons de vivre durant ce live, ce n'est pas uniquement la découverte d'un outil technique. Au-delà de la démonstration de la plateforme BDC, nous avons bien compris que cette présentation était une opportunité pour saisir à bras le corps un sujet capital, celui du monde digital et de l'éducation de nos jeunes. Tu as très bien posé, Guéric, l'environnement dans lequel nos élèves grandissent aujourd'hui. Comme tu l'as souligné, cela nous déplace. Cela nous déplace en tant que parents, car nous devons réinventer notre manière d'accompagner nos enfants. Cela nous déplace aussi en tant qu'institution d'éducation, car l'école ne s'arrête pas, ne s'arrête plus au mur de la classe. Ce n'est pas simplement une question de gestion d'écran, c'est une question de posture éducative. BDC n'est pas une fin en soi,
C'est un levier pour entamer ce dialogue. C'est pourquoi nous espérons sincèrement que vous, parents et familles, vous saurez vous saisir de ce parcours. C'est un outil conçu pour vous, pour faciliter ces discussions parfois complexes à la maison, pour vous redonner la main. Nous sommes particulièrement heureux, au niveau de la direction diocésaine, de pouvoir partager ce projet. C'est un engagement fort, comme nous le disions en introduction, que de déployer en étroite collaboration avec l'ensemble des établissements, de l'enseignement catholique des Hauts-de-Seine. C'est le signe d'une alliance éducative à laquelle nous tenons. L'institution, les écoles et les familles unis pour le bien-être numérique de nos jeunes. Merci encore à vous tous de nous avoir suivis. Le parcours BDC est désormais entre vos mains. N'hésitez pas à vous rapprocher de vos établissements pour en savoir plus. Très bonne soirée à toutes et à tous et à très bientôt.